UFC Nashville a eu lieu ce week-end et ce qu'on peut dire c'est qu'il n'a pas déçu. 12 combats, 8 finishes, dont 4 au premier round. On va en parler dès maintenant. Premier combat de la carte, on a eu Fatima Klein contre Melissa Martinez. Une seule chose à dire, une démonstration de la part de Fatima Klein. Sur les 3 rounds, elle prend largement les 3, mais on n'a même pas pu voir ça parce qu'elle a mis KO Melissa Martinez sur un high kick suivi d'un grand pound dans le 3e round. Très très belle performance de Fatima Klein qui ressort avec une performance of the night malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de finish. Premier combat de la soirée, elle a eu le performance of the night, elle a eu ses 50k. Elle a quand même été favorite à moins 1200, elle n'a pas du tout volé cette place, non, cette valeur qu'elle a aux yeux des gens, je dirais. En tout cas, chez les strawweight, elle a une grosse place à faire dans le top 15 parce qu'elle promet beaucoup. Comme vous pouvez le voir, on va aller très vite sur les combats qui nous intéressent moins, on va aller un peu plus lentement sur les combats qui nous intéressent plus. Mike Davis face à Mitch Ramirez, ça a été très divertissant. Clairement, on n'a pas du tout eu le même Mike Davis qu'on a eu face à Fares Ziam. Premier round, Mike Davis le gagne assez bien. Il a une vraie box très solide et il prend pas mal de coups, mais il les renvoie 2 fois plus fort. Mitch Ramirez a quand même été très résilient. On a une victoire de Mike Davis par KO deuxième round. J'ai bien aimé Mitch Ramirez. Maintenant, ça fait 2 combats à l'UFC, 2 défaites. Maintenant, il faut voir contre qui, Thiago Moises et Mike Davis. Je suis très content d'avoir vu Mike Davis comme ça. Je savais que c'était un très bon boxeur. Moi, j'avais pris l'ILK au 3e round. Ça a été au 2e round. Mais franchement, Mike Davis là, il promet énormément, même si c'est une grosse KT comme les lightweight et je pense qu'il n'est pas encore proche du top 15. Il a encore 2-3 combats faciles avant. Il promet beaucoup Mike Davis parce qu'il mixe très bien entre sa boxe et sa lutte. Et premier round, il a très bien maîtrisé au sol. Deuxième round de sa boxe, l'a terminé Mitch Ramirez. Et franchement, rien à dire sur la performance de Mike Davis, qui lui aussi aurait pu sortir avec une performance of the night. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour lui. Et ça n'a pas été le cas pour Mike Davis, mais ça l'a été pour Walter Walker, qui ressort avec 50k et une soumission clé de talon en 54 secondes face à Kennedy Nzechukwu. Pour ceux qui ont vu mes pronos, vous savez très bien quel avis j'avais sur ce combat-là. Je voyais Kennedy Nzechukwu à la décision, car même si depuis qu'il est en poids lourd, il a 2 combats, 2 victoires au premier round de KO, j'avais vraiment beaucoup de mal avec Walter Walker, et Walter Walker aurait pu pourrir le combat et l'amener à la décision, mais je voyais quand même Kennedy Nzechukwu largement dominant en striking. Il n'a pas pu le montrer parce que la sonne a cloché, Walter Walker lui a foncé dessus, Kennedy Nzechukwu a reculé, il y avait la cage derrière lui, Walter Walker lui a pris le dos. Puis il a fait la toupie autour de lui, j'ai pas tout compris. Il lui a pris le talon, il lui a pris le genou, il lui a tout pris, il lui a pris la victoire. C'est magnifique, vraiment 3 clés de talon d'affilée, c'est le record en poids lourd, c'est le record à l'UFC, c'est peut-être le record en MMA, je ne sais pas. Mais en tout cas, très très grosse perte de Walter Walker. Et au final, 6 combats comme ça, s'il continue de combattre comme ça, pour tous ces combats là en poids lourd, on va être honnête, Walter Walker, ça va être quelqu'un sur qui il va falloir garder de gros yeux. Et je pense honnêtement qu'il va rentrer dans le top 15. Je pense qu'il va prendre la place de Tyson Teixeira. Je spoil un peu le main event, mais si vous regardez cette vidéo, pour moi, ça veut dire que vous avez vu l'événement. Donc je pense qu'il va prendre la place de Tyson Teixeira dans le top 15. En tout cas, il mériterait. C'était déjà un top 15 à un moment. On l'avait enlevé parce que du coup, il n'avait pas combattu depuis. Et là, Walter Walker, je pense qu'il a un gros nom à se faire, ça peut être un bon combattant. Je pense pas qu'il atteindra le top 5, par contre, il peut avoir une bonne place dans le top 10, un peu comme un Marcin Tybura, j'imagine bien. Mais en tout cas, il faudra vraiment suivre Walter Walker, il est meilleur que ce que je pensais. Maintenant, j'ai encore de gros doutes sur son striking, mais pour l'instant, il a pas besoin de le montrer, il gagne comme ça, donc écoutez, c'est parfait. On continue avec un combat que j'attendais énormément, Lauren Murphy, c'est pas du tout, elle est là, Lauren Murphy, Lauren Murphy face à Edouard Damoura, victoire à la décision, comme je le voyais, de Edouard Damoura, 29-28. Elle prend largement les 2 premiers rounds avec une bonne mixité entre son sol et son striking. Son 3e round, elle le perd parce que malheureusement, heureusement, Lauren Murphy tente une grosse guillotine à un moment alors que Edouard Damoura prenait le début du round et elle a bien failli soumettre Edouard Damoura. Je voyais Edouard Damoura taper, au final pas du tout. Edouard Damoura a réussi à sortir cette guillotine très difficilement et la suite du 3e round a été compliquée pour Moura. Maintenant elle a su résister, elle n'a pas été finie sur ce combat. Moi ce que je vois c'est que Edouard Damoura a un très bon jeu de distance avec son striking, elle a de bonnes esquives. J'ai beaucoup aimé son striking à Edouard Damoura, elle a bien mixé ses entrées en lutte. J'ai vraiment beaucoup aimé. Lauren Murphy, elle a pris sa retraite à 41 ans après
23 combats, je faisais le calcul 16 plus 7 après 23 combats, elle part après 3 défaites consécutives, ou 2 défaites consécutives en tout cas. Jessica Andrade et du coup Eduardo Moura, elle a perdu aussi dans ses 5 derniers combats face à Valentina Shevchenko, mais je ne sais plus s'il y a un combat entre Andrade et Shevchenko, je crois, mais je ne suis pas sûr. Grosse vétérane qui du coup prend sa retraite, hein, ça fera une place en plus dans la catégorie, une place que Eduardo Moura prend. Et honnêtement je pense qu'Eduardo Moura peut faire de grandes choses dans cette catégorie. J'ai encore des limites. Parce qu'elle a pas ce petit truc en plus. C'est une bonne combattante, honnêtement, il y a un petit potentiel, mais il n'y a pas ce petit truc, on va se dire, ok, elle, un jour elle va être top 5. Elle, un jour, elle va être prétendante au titre. Il n'y a pas ça. Et j'ai hâte de voir comment ça va avancer. Elle est en 12-1, elle est sur 2 victoires d'affilée. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, moi je suis content. On continue directement avec le combat entre Jake Matthews et Chidi Njokuani. Encore une fois, j'ai inversé, désolé, c'est que moi, Jake Matthews, là, il est à ma gauche. Alors pour vous, bah, il est à votre gauche, mais pour moi, il est à ma gauche. Pour vous, il est à votre gauche, mais ma gauche et votre gauche, c'est pas la même. Bref, je me perds. Jake Matthews, soumission. Combien de secondes? Attendez, je regarde ça. Parce qu'il a pas fallu longtemps non plus. Hein. Soumission en 1 minute 9. Ok, pas mal. 1 minute 9. Chidi Njokuani avait bien commencé avec des bons front kicks au corps, des bons middle kicks simples, efficaces. Mais bon, à un moment, il s'est lancé. Jake Matthews en a profité pour rattraper la jambe. Il lui a pris ensuite le dos. Étranglement arrière, Njokuani a tapé. J'ai beaucoup aimé Jake Matthews. C'est quand même quelqu'un qu'on voyait pendant très longtemps dans sa carrière à l'UFC comme prospect. Ça fait plus de 10 ans qu'il est à l'UFC. Il a l'UFC depuis ses 19 ans, voire peut-être 18 ans. Jake Matthews, je dirais quand même 19 ans. Aujourd'hui, il a 30 ans. Il a tout le temps eu cette image du jeune qu'on attend de voir ce que ça donne. Et ben, dans ce combat-là, il a montré que c'était pas lui le jeune, il a montré que c'était pas lui, qu'il manquait d'expérience. Il a fait simple, efficace. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite. Il a call-out Gilbert Burns à voir. Ça paraît très logique en vrai pour lui, un call-out de Gilbert Burns. À voir, ça pourrait être un bon combat de relance aussi pour Burns. Peut-être que Burns va prendre sa retraite, peut-être qu'il va être cut de l'UFC, je ne sais pas. Maintenant, il a toujours pas été cut depuis sa défaite. Mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, je suis vraiment content de Jake Matthews. Je voyais Njokuani gagner, mais je préfère Jake Matthews, du coup je suis quand même content. Il y a pas mal d'espoir en vrai. Hein. Espoir, je sais pas, parce que je le vois pas forcément entrer dans le top 15, hein, je vais être honnête, Jake Matthews. Mais en tout cas, il a fait une belle performance et j'ai hâte de voir la suite pour lui. On continue avec un combat de vétéran. Max Griffin, 39 ans, il est là, à chaque fois je me perds. Max Griffin, 39 ans, contre Chris Curtis, 37 ans. Chris Curtis qui du coup descendait de catégorie, lui qui revenait dans sa catégorie des welterweight. Victoire à la décision split de Chris Curtis. Une guerre sur 3 rounds, vraiment ça pouvait être très disputé. Le premier round est pour Curtis, le deuxième est pour Griffin, le troisième est disputé. Je le donnais quand même à Curtis. Donc moi je voyais Curtis à la décision, même avant le combat j'avais prono Curtis à la décision, c'est qu'on a eu. Et franchement ça a été une belle guerre. Maintenant Max Griffin c'est quand même loin du niveau top 15, surtout chez Welter. Chris Curtis c'est pas le niveau top 15. Hein. Ça va pas être du tout être le niveau top 15 chez Welter, surtout que le top 15 Welter est plus dur pour moi à atteindre que le top 15 des middle. Lui qui avait atteint ce top 15 des middle, hein, c'est pour ça que je dis ça. Par exemple, le combat juste avant qu'on a eu entre Jake Matthews et Njokuani, je vois Matthews peut-être devant Curtis maintenant. L'expérience en plus de Curtis, parce que qu'on veuille ou non, même si ça fait 10 ans qu'il est lycée, Matthews, Curtis a plus d'expérience, notamment debout. J'aurais peut-être peur pour Matthews, peut-être un petit menton qui filerait par là, mais par contre si Matthews arrive à gérer son rapping, il arriverait je pense assez facilement à battre Curtis. Maintenant sur ce combat là, je pense pas qu'il y a grande leçon à tenir, parce que malgré sa victoire, Curtis c'est quand même quelqu'un qui devrait pas prendre sa retraite dans longtemps, il a déjà 37 ans. Il a quand même beaucoup de guerre. 32e victoire je crois pour lui, hein. Il a eu 31 victoires, là je crois qu'il en a 32. C'est beaucoup. Maintenant on va voir pour la suite pour lui, mais comme je l'ai dit, pour moi je ne vois pas forcément les très hauts dans la catégorie, mais on va voir. On continue avec le premier combat de la carte principale. Junior Tafa qui est descendu de catégorie pour affronter Tuko Tokos. Junior Tafa, comme je vous l'ai dit, c'était le bas de la catégorie des heavyweight. De l'autre côté, Tuko Tokos c'est le bas de la catégorie des light heavyweight. Écoutez, c'est le bas de la catégorie des light heavyweight qui a remporté ce combat. Le grappling de Junior Tafa, hein, comme d'hab, de toute façon les frères Tafa, pour moi ils ont rien à faire à l'UFC. Et ils nous l'ont montré encore une fois, ils avaient rien à faire là. Enfin, Junior Tafa n'avait rien à faire là. Il n'a pas le niveau UFC. Maintenant évidemment, c'est un combattant professionnel. Il est arrivé jusqu'à l'UFC. Il y a très peu de gens qui peuvent faire ça. Donc évidemment, je ne suis pas là pour le dénigrer. Je ne dis pas que je ferai mieux, loin de là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas sa place à l'UFC, on va être honnête. C'est pire
chez les light heavyweight parce que il est mieux physiquement, je le sens meilleur, mais son déficit technique, son déficit tactique qu'il a, notamment qu'il avait déjà chez les heavyweight, ça fait que s'empirer là chez les light heavyweight parce que c'est une catégorie beaucoup plus technique, beaucoup plus stylistique on va dire. Si tu n'as pas notamment une spécialité sur laquelle tu t'imposes réellement, ça va être compliqué pour toi de monter. Il y a des combattants comme par exemple Magomed Ankalaev qui est le champion, qui lui arrive très bien à mixer le grappling et le striking qui arrive quand même à monter haut, mais Junior Tafa c'est un pur striker. Maintenant il a pas de tactique, de technique et tout quand il strike, il est juste là pour taper fort et c'est pas passé face à Toko Toko. S'il y avait un petit espoir fin de première round avec un ground and pound, début de deuxième round aussi, mais il s'est fait soumettre deuxième round. Le grappling c'est vraiment pire, et surtout qu'en plus Toko Toko c'est pas du tout un bon grappleur hein. C'est pas du tout quelqu'un qui est connu pour son grappling, et là face à Junior Tafa on a bien vu que ça a suffi, donc ça montre bien l'état, enfin le niveau de Junior Tafa. Justin Tafa c'est pas mieux hein. Ça montre bien le niveau de Junior Tafa, et surtout ça m'étonnerait pas du tout qu'il se fasse cut de l'UFC prochainement. Un changement de catégorie qui lui par contre il y a beaucoup d'espoir. Vitor Petrino est monté de catégorie chez les heavyweight pour affronter Austin Lane qui est le bas de la catégorie des heavyweight. On est quand même au-dessus des frères Tafa, même si je dis pas de conneries, Austin Lane il a perdu face à un frère Tafa. Maintenant est-ce que c'est Justin, est-ce que c'est Junior? Je vous dis ça tout de suite. C'était contre qui il a perdu, Junior ou Justin? C'était Junior. Et ouais, il avait perdu face à Junior. KO premier round, et ben là il s'est fait soumettre premier round par Vitor Petrino. Et Vitor Petrino qui malgré une montée, il a quand même un beau physique hein. Il a quand même un vrai physique. On sent qu'il cutait énormément pour faire 93 kg. Là il faisait plus de 110 kg large dans la cage. Il a pesé à 249 livres, ce qui est équivalent à un bon entre 110 et 115 kg facile. Donc on va dire à peu près 113 kg. Donc cut 20 kg comme ça, parce que je pense qu'il cutait presque 20 kg pour faire 93 kg, et c'est peut-être ça qui affaiblissait son menton. Là je pense qu'il aura un vrai menton en heavyweight Petrino, mais il a soumis Austin Lane, et je pense qu'il serait resté debout, il aurait mis KO aussi hein, je vais être honnête. Il a préféré le jeu au sol et la vitesse. Il a été rapide hein, pour le mettre au sol, c'est pour ça que je parle de vitesse. Il a été rapide pour mettre Austin Lane au sol, un bon balayage, et puis après au sol il a pu faire ce qu'il voulait d'Austin Lane hein, parce que Austin Lane au sol c'est un peu catastrophique. Il a juste joué de son sol face à Robelis d'Espagne. Est-ce que j'ai besoin de préciser qui est Robelis d'Espagne? Voilà, quelqu'un qui vient du taekwondo et qui a le pire sol peut-être de l'histoire de l'UFC hein. On parle des frères Tafa, mais d'Espagne c'est pas mieux. Et là Petrino a donné une leçon à Austin Lane, et je pense vraiment que Petrino peut avoir une vraie place dans la catégorie des heavyweight, je pense. Je ne parle pas d'un top 3, je ne parle pas d'un top 5, mais au moins un bon top 10, je pense. Il a la puissance pour mettre KO des mecs, il a la rapidité pour les mettre au sol. Franchement, Vitor Petrino, je suis très hype pour ce que ça va donner dans la suite de la catégorie. On continue avec le combat qui nous intéressait le plus, évidemment, et le résultat qui nous intéresse le plus. Morgan Charrière face à Nate Landwehr. Victoire par KO au 3e round, précisément 27e seconde du 3e round, que 27 secondes qui s'est écoulé. Victoire par KO de Morgan The Last Pirate Charrière. Il y a beaucoup de bien à retenir de ce combat, il y a un peu de mal aussi, mais il y a beaucoup de points positifs à retenir de la part de Morgan. Très très bon premier round où il mixe bien son grappling et son striking. Il prend largement ce premier round 19. Deuxième round, il le perd même bien, il prend beaucoup de coups à la tête et des coups très durs de la part de Nate Landwehr, qui est quelqu'un qui tape très fort n'empêche, et Morgan se les tape. Maintenant j'avais l'impression que Morgan avait une espèce de technique où quand Landwehr faisait soit un bras avant soit un bras arrière, surtout les bras arrière, Morgan esquivait un peu de côté de profil, où il collait sa tête vraiment à son épaule arrière, et il esquivait un peu de côté comme ça. Je dois avouer, je m'y connais pas assez en boxe anglaise pour savoir si c'est une vraie technique ou non. En tout cas, cette technique qu'il a utilisée face à Nate Landwehr, je l'ai pas trop vu utiliser ça auparavant. Là c'était assez flagrant. Donc ça avait l'air de marcher hein, parce que malgré le fait qu'il ait pris des gros coups, il a pas l'air si sonné que ça. Il est pas sorti avec tant de dégâts que ça physiquement, donc à voir. On sait qu'il voulait aller à Paris, je ne sais pas si là il va pouvoir être à Paris, parce qu'il a quand même fait 3 rounds, enfin 2 gros rounds, et 3e round il a terminé. Maintenant moi ce que je retiens du match, c'est que, enfin du combat plutôt, désolé, du combat, pas du match. C'est que Nate Landwehr a été très provocateur envers Morgan durant tout le combat. Deuxième round, il continue d'être provocateur.
je perds mes mots, des provocateurs vers Morgan. Morgan met un petit coup à la coquille. Nate Landwehr dit à l'arbitre non c'est bon, il hype tout le public et tout, il est en mode ouais, tout le monde crie et tout. Il part pour un gros overhand sur Morgan alors que l'arbitre vient juste de s'enlever. Morgan il l'esquive comme ça. Il a deux doigts de se casser la gueule, Nate Landwehr, il a deux doigts de tomber par terre, trébucher, à glisser là. C'était très drôle, tout le monde a ri. Et ça fait du bien quand même hein, que même dans des atmosphères aussi hostiles, on va dire, aussi sérieuses, il y a des moments où on puisse rigoler comme ça. Alors oui, c'est pas voulu, surtout de la part de Landwehr, mais ça permet d'avoir une petite bouchée d'air frais. En plus avec le petit Morgan qui fait ça juste après. Ça fait du bien. Par contre, à la fin du deuxième round, Landwehr il a clairement saoulé Morgan. Morgan il en avait marre. Troisième round, Landwehr a pris le centre de la cage. Et Morgan il s'en est foutu. Il s'en est battu voilà, vous m'avez compris, hein. Il s'en est battu les. Voilà. Et il a foncé sur Landwehr. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Contre la cage. Landwehr est tombé. Et Morgan est reparti avec la victoire. Et on avait un Morgan vraiment très énervé, très frustré, je pense, de sa performance. Même lui, il a dit qu'il n'était pas vraiment satisfait de sa performance, qu'il y avait pas mal de points négatifs quand même. Et moi, ce qui m'a fait sentir ça, c'est que déjà, évidemment, il paraissait très en colère après son KO, où il balance totalement son protège-dents dans le public, qu'on le voit au visage. Il a un visage très colérique, on va dire. Mais surtout, il s'assit contre la cage. Accroupi contre la cage à la fin du combat, il célèbre même pas. Pour moi ça veut dire beaucoup. Il y a beaucoup de points sur lesquels travailler Morgan. On sait que Morgan c'est quelqu'un, on ne sait pas si un jour il sera top 15, on ne sait pas si un jour il sera top 10. Pour moi Morgan a tout en vrai. Enfin il a presque tout malheureusement. Pour moi il est complet. Il strike, il grappe. J'ai un truc qui est tombé à côté de moi. Non, c'est à côté. Il fait du. Enfin, il est aussi bon en striking qu'en grappling. Il a une bonne gueule. Il est divertissant de fou dans la cage. Il parle beaucoup. Il a une bonne com. Franchement, pour moi, Morgan, il a tout d'une star. Malheureusement, il a pas ce facteur X. Voilà, tout simplement, il a pas ce facteur X du talent. Je pense que Morgan, c'est pas forcément quelqu'un de talentueux. C'est un acharné du travail. C'est quelqu'un qui travaille. Et on voit où tout le travail l'a amené. Maintenant, je pense, je sais pas si c'est méchant, si c'est une vision peut-être, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il manque peut-être de talent du côté de Morgan. Et croyez-moi, je veux pas dire du mal de Morgan parce que c'est un de mes combattants préférés, c'est mon combattant français préféré avec Nas. Donc je serai le dernier à dire du mal de Morgan, mais je pense qu'il manque peut-être ça pour faire de Morgan une vraie star et surtout quelqu'un qui peut prétendre au titre. On a ensuite eu le combat entre Steve Garcia et Calvin Kattar. Et sur 3 rounds, on n'a pas eu de finish. Avant ça, Calvin Kattar était sur 4 défaites d'affilée. Steve Garcia, lui, était sur 5 victoires d'affilée. Écoutez, c'est 1+1 pour Steve Garcia, 1-1 pour Calvin Kattar. Victoire de Steve Garcia par décision unanime. Une véritable leçon hein, sur 3 rounds de striking de la part de Steve Garcia. Malheureusement, Calvin Kattar, depuis sa blessure au genou, il n'est plus du tout le même. 3 rounds totalement dominés de A à Z par Steve Garcia. Aucun débat possible. Désolé, on parle de plus de 20-25 coups significatifs de différence sur chacun des rounds. Steve Garcia, j'ai beaucoup aimé ça, le fait qu'il mixe entre les points et les kicks. Il a beaucoup travaillé au corps. Beaucoup de front kick, beaucoup de middle, même des crochets, des uppercuts et tout au corps. J'ai beaucoup aimé de la part de Steve Garcia, surtout que Steve Garcia en plus c'est quelqu'un qui est assez grand, qui est assez longéline, qui a des longs membres pour la catégorie. J'ai été beaucoup apprécié pour une première en direct pour moi. En regardant Steve Garcia, c'est une première en direct. Il va intégrer le top 15, clairement. Il va prendre la place à Kattar. Je pense que Kattar va sortir du top 15 après cette performance. Ça m'étonnerait même pas qu'il soit cut de l'UFC en étant honnête. Et franchement, Steve Garcia, très attention parce que là, niveau striking, dans la catégorie des featherweight, il n'y en a pas beaucoup qui font mieux que lui. On a eu Youssef Zalal qui avait battu Calvin Kattar plus tôt dans l'année. Et honnêtement, entre les deux, j'étais plus satisfait de la performance de Steve Garcia, honnêtement. Est-ce qu'il a fait mieux? Je ne sais pas. Les deux ont gagné par décision unanime. Ils ont eu deux styles très différents. Hein. Là où Steve Garcia fonçait sur Calvin Kattar, Youssef Zalal lui tournait plus autour.
Mais en tout cas, j'ai été très satisfait de Sylvia. J'ai hâte, mais vraiment hâte de voir la suite pour lui dans la catégorie parce que franchement, il peut être un vrai bon membre du top 5. On continue avec le co-main event qui a fait beaucoup parler. Stephen Thompson face à Gabriel Bonfim, et il a fait beaucoup parler car Gabriel Bonfim a gagné par décision split des juges. 2 juges voient 29-28 pour lui et un juge voit 29-28 pour Stephen Thompson. Et ça fait beaucoup parler parce qu'évidemment beaucoup de gens voyaient Stephen Thompson devant. Le premier round est pris assez bien par Bonfim, le deuxième est pris assez bien par Stephen Thompson, et c'est le troisième qui fait débat car Thompson a peut-être les plus gros coups, mais Bonfim a plus de... Enfin, gère plus le round, il a plus de maîtrise sur Thompson, voilà, c'est plus ça que c'était le mot que je cherchais, maîtrise. Mais il fait moins de dégâts, on va dire que Thompson il touche plus, mais il fait moins de dégâts que Thompson. Je pense notamment à un beau high kick de Thompson qui touche bien Bonfim quand Bonfim essaye un peu d'esquiver, et encore une fois on peut ne pas s'empêcher de penser au KO de Leon Edwards face à Kamaru Usman parce que c'était exactement la même chose. Bonfim qui baisse la tête et qui se prend le high kick. Heureusement il avait l'épaule un peu plus relevée, il avait un peu de protection, donc il prend moins de dégâts, et je pense aussi que Thompson à ce moment-là frappait moins fort que Leon Edwards aussi parce que Thompson avait la jambe extrêmement abîmée, il était totalement ouvert au niveau du tibia, une grosse coupure bien ensanglantée. Je vous montrerai pas ça ici, évidemment je vous laisserai regarder sur internet les images. Moi personnellement, à la fin des 3 rounds, je voyais Bonfim gagner, j'avais comme prono Bonfim. Maintenant je voyais Bonfim à soumission, lui qui a beaucoup de finish. C'est une de ses rares décisions, je crois que c'est sa deuxième ou seulement sa troisième décision dans sa carrière à Bonfim, lui qui est maintenant en 18-1, qui va intégrer le top 15. Maintenant j'ai beaucoup de doutes sur Bonfim. Je l'aurais vu plus dominant. Je pense au sol il a un vrai niveau. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup dans la KT qui auront un meilleur sol que lui. Maintenant après vu c'est quand même la KT des Welter, il y a beaucoup de gens chauds au sol hein. Mais je pense quand même qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui ont un meilleur sol que lui. Oui c'est ça, j'allais dire meilleur sol que lui parce que je pensais au bon niveau. Par contre debout, ça pêche pour moi. Il a voulu rester principalement debout avec Thompson hein. Donc bien joué. Il n'a pas été décevant, il n'a pas été forcément en dessous de Thompson debout. Mais... c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'il frappe pas si fort que ça, Bonfim. Et je me demande dans une KT des 77 où beaucoup de gens frappent extrêmement fort, notamment dans le top 10. Je pense à Michael Morales, je pense à Joaquin Buckley, je pense à Ousmane, je pense à Jack Della Maddalena. Je me demande si ce déficit de puissance ne va pas jouer en la défaveur du coup de Bonfim. On va voir. Pour l'instant il va intégrer le top 15. Je ne sais pas si du coup il sera classé 12ème. Thompson qui lui est sur 3 défaites d'affilée. Il a 42 ans. Je pensais qu'il allait potentiellement prendre sa retraite. Au final non. Quelle suite pour Thompson? J'espère qu'ils vont pas lui mettre un bourbier. J'espère vraiment pas qu'ils vont lui mettre un bourbier. Parce que là ça ferait 4 bourbiers d'affilée. Shafkat, Buckley, Bonfim. Moi j'aimerais bien combattre face à MVP. MVP là il combat en août face à Jared Cannonier. Si MVP gagne face à Jared Cannonier, j'aimerais bien avoir MVP contre Adesanya. Par contre si MVP perd, pourquoi pas redescendre en 77 pour affronter Stephen Thompson. Ça pourrait être un combat aussi qui serait magnifique à regarder. Mais voilà, moi je suis assez content du main event, enfin de ce co-main, même si évidemment je préfère Thompson à Bonfim. C'est quand même beaucoup mieux pour la KT que Bonfim gagne, du coup je suis content de ce résultat. Et on termine avec le main event d'Eric Lewis face à Talisson Teixeira. J'avais prono une victoire par KO premier round de Talisson Teixeira. Écoutez, on a eu un KO premier round de la part de Derrick Lewis. On a eu un KO premier round de la part de Derrick Lewis. Gros overhand de Derrick Lewis dès le début du combat. Talisson Teixeira qui est bancal, qui recule, et Talisson Teixeira il prend énormément de coups à la tête quand il recule en tout cas. Il bouge pas trop la tête. Il a pas du tout une bonne défense de striking. Maintenant ça l'a pas trop fait du mal on va dire avant dans sa carrière parce que très souvent c'était lui qui mettait la plupart des coups, il en prenait très peu. Là il en a pris 2 et ça a été suffisant hein, pour le mettre out. Enfin pas out parce qu'il était même pas out en fait, c'était suffisant pour qu'il perde ce combat. Il prend un gros overhand de la part de Derrick Lewis, puis il prend un gros crochet large gauche limite bras arrière de Derrick Lewis qui le fait tomber, et après Derrick Lewis l'enchaîne au sol et en ground and pound. Teixeira se relève mais il est encore totalement conscient hein. Il est totalement conscient mais l'arbitre l'arrête tout simplement parce que moi je pense
Que le fait qu'il ait 25 ans, que c'est un prospect, qu'il faut pas trop l'abîmer, que Derrick Lewis, on sait que c'est quelqu'un qui est extrêmement dur au mal, qui frappe extrêmement fort. Et en ground and pound, c'est dévastateur d'avoir Derrick Lewis sur toi contre la cage en ground and pound. Je pense qu'il faut aussi protéger Tyson Teixeira pour le futur. Et aussi que Tyson Teixeira, il était en train de grimper la cage littéralement. Et vraiment, il avait vraiment ses doigts dans la cage pour se relever. Ce qui est de base interdit de toute façon. Donc il aurait au minimum eu 1 voire 2 points en moins. Enfin, quand même pas 2, mais au moins 1 point en moins au mieux. Et au pire, l'arbitre arrête le combat et du coup, victoire par KO premier round de Derrick Lewis. Arrêt qui du coup fait beaucoup parler sur les réseaux. Moi, j'étais pas du tout satisfait de l'arrêt au début. Maintenant c'est bon en fait, j'ai compris et je comprends pourquoi on donne la victoire à Derrick Lewis. Maintenant la suite pour les deux combattants, comme je vous ai dit plus tôt, Tyson Teixeira, je le vois sortir du top 15 après cette défaite. Je pense que Walter Walker va prendre sa place. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être bien pour lui pour la suite. Je sais pas réellement ça va être quoi le maximum de son potentiel, on va dire, à voir. Derrick Lewis lui dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. On lui a demandé qui voulait. Après, il a dit qu'il voulait sa femme. Très drôle. Beaucoup de gens rient. J'ai ri aussi. Plus sérieusement, il a dit qu'il a call out Marcin Tybura. Ce serait intéressant. Je sais pas si on a déjà eu ce combat. Je vais regarder tout de suite. Derrick Lewis contre Marcin Tybura. Maintenant, il a dit aussi qu'il voulait remonter vers la ceinture. Qu'il voulait avoir une course vers la ceinture. Je pense pas que ce sera possible. Parce que même s'il frappe très fort, même s'il est très dur au mal, même s'il est très constant, ça va être compliqué pour lui, ne serait-ce que de revenir dans le top 5. Et non, il n'a jamais affronté Marcin Tybura, donc ça pourrait être intéressant pour lui de l'affronter. Si, il l'a affronté, si, je dis n'importe quoi, il l'a affronté en 2018, il a gagné, il l'a battu par KO, 3ème round. Donc en soi, ce serait légitime, Marcin Tybura qui avait perdu face à Derrick Lewis. Je pourrais faire la revanche. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai passé une longue journée. De plus, il est classé au-dessus. Maintenant, Marcin Tybura a un combat à l'UFC Paris face à Ante Delija. Je crois, c'est Ante Delija qui va faire ses débuts à l'UFC. Je vois Marcin Tybura quand même gagner ce combat-là. Donc à voir pour la suite. Maintenant, en général, l'événement, ça a été sympa. Ça a été sympa sans plus, en étant honnête, l'événement. C'est pour moi un 7 sur 10. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de finish, c'était sympa. Maintenant, il manquait beaucoup de hype, il manquait de prospects, il manquait de vrais combattants pour qui on les soutenait jusqu'au cœur en fait. Littéralement, moi, à part Morgan, je vais être honnête, je suivais presque tous les combattants, mais je les suivais pas tous. Je les connaissais tous par contre, mais c'est vrai que j'étais réellement que derrière Morgan durant tout l'event. Enfin, parmi tous les combattants de l'event, du coup ça a été très compliqué de s'y impliquer. Ça va pas céder là avec l'UFC 318 qui va être à peu près pareil, à part le main event, c'est un Fight Night. Et c'est même pas forcément un très bon Fight Night, donc ça va être compliqué là. Heureusement la semaine d'après on a l'UFC à Abu Dhabi qui va faire beaucoup de bien. Mais voilà, en tout cas, bon, ça pour un Fight Night ça allait, franchement, un bon 7 sur 10. Mais voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet événement. Moi je trouve qu'il reflète vraiment cette année 2025 où on est très déçu des cartes. Elles peuvent délivrer en étant honnête, mais on est quand même déçus en général de cette année 2025 à l'UFC. Du coup voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment devant cet event, pour ceux qui l'ont regardé en replay ou non. N'hésitez pas évidemment à me suivre sur tous les réseaux. Je vous rappelle que tous les samedis on diffuse l'UFC sur notre serveur Discord Cage8. Le lien est évidemment dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. Voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire du style The Black Beast is back pour signifier que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ça ferait plaisir évidemment. Merci à tous ceux qui me soutiendront. Évidemment, je suis présent toute la semaine sur TikTok, tous les jours, 2 à 3 TikTok par jour pour parler de l'actualité. On parlera de l'UFC 318 évidemment, on parlera de tout. N'hésitez pas à me suivre. C'était Wes.